Réparer Mayotte, sur les chantiers de la reconstruction. Le 14 décembre 2024, l'ouragan Chido dévaste l'île de Mayotte, causant d'importants dégâts humains et matériels. Au lendemain de l'événement, la France est sous le choc et les images circulent sur tous les médias. Bidonvilles soufflés, toitures arrachées, familles hébergées dans des écoles, forêts entières au sol. Il faut désormais réparer l'île, corriger les problèmes structurels générés par une croissance trop rapide et par la même occasion la rendre plus résiliente. 2 mois après la catastrophe, je me rends sur place pour donner la parole à celles et ceux qui y font la ville au quotidien et tirer des enseignements des crises que connaît l'île. Au cours de cette série de podcasts, je rencontre différents acteurs mahorais ou hexagonaux pour nous aider à identifier les enjeux et leviers d'action d'une vraie reconstruction. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a pas voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Cyril Hanap, bonjour. Bonjour. Cyril, tu es associé fondateur de l'agence d'architecture R, qui est basée à Paris, on va le voir, mais aussi à Mayotte, et directeur scientifique du DSA Architecture et risques majeurs à l'ENSA Paris-Belleville. Ça fait beaucoup de liens sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Mayotte, le choc que connaît l'île, mais aussi tous les enjeux de voire les reconstructions, ou en tout cas, comment est-ce qu'on retisse finalement nos espaces bâtis, les espaces bâtis de l'île dans le bon sens. Mais peut-être que déjà, tu pourrais nous raconter un peu quelle est ta relation à l'île, quelle est la relation de l'agence avec cette île. Alors, l'agence travaille donc, sur la question des risques depuis maintenant 15 ans, notamment justement en lien avec ce qu'on fait à Mayotte, et aussi sur les questions de précarité depuis l'origine de l'agence en 2000. Les questions politiques et de précarité nous travaillent. Alors, il y avait eu différentes périodes où on avait travaillé là-dessus, et puis il y avait eu une espèce d'accélération au moment de la jungle de Calais, vers 2015, où on avait travaillé non seulement dans la jungle de Calais, mais aussi dans le camp humanitaire de la Linière, invité par le maire de Grande-Sainte, qui s'appelle Damien Carrel. Il est plus maire, maintenant il est parlementaire européen. Et donc tout ce qui se passait sur la jungle de Calais et le camp humanitaire de Grande-Sainte nous avait amené notamment à prendre position, peut-être en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, sur la question justement de l'accueil et du non-accueil. On avait publié un livre à l'époque qui s'appelle La ville accueillante, publié par le CEREMA et le PUCA. Et on avait on avait pu observer à Calais un phénomène assez particulier. C'était que il y avait cette fameuse jungle de Calais qui abritait 10 000 personnes et que le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Manuel Valls, avait voulu construire un camp soi-disant aux normes
à base d'Algeco et de préfabriqués. Il avait construit un camp qui avait coûté de mémoire 12 millions d'euros. C'est avec un prix du mètre carré complètement délirant, de l'ordre de 5 à 6 000 euros du mètre carré prix construction. Donc il avait installé ce camp sur une partie de la jungle de Calais. Il avait mis un système pour garantir néanmoins l'anonymat des gens qui viendraient de centre. Mais ce qu'on avait pu observer, c'est que curieusement, à l'ouverture de ce camp dit aux normes, aucun habitant de la jungle de Calais n'avait voulu venir. Quand bien même, on leur avait donné toutes les garanties sur le fait qu'ils ne se feraient pas interpeller. Et donc là, il y avait une question, notamment en tant qu'architecte, qui se posait, parce qu'on se disait, voilà, entre des logements, ou des abris, ou des hébergements aux normes et un bidonville, les habitants préfèrent le bidonville. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire à nous, penseurs de la ville en général? Et donc j'avais publié une tribune qui faisait part de ces questionnements à l'époque. Elle avait été publiée dans le quotidien Libération notamment. Elle avait été reprise dans Le Monde aussi. Et à la suite de cette publication, un jour, on se fait contacter par des gens de Mayotte qui travaillaient à la ville de Mamoudzou, donc qui est la plus grande ville de l'île, et qui nous disent on a lu votre tribune sur les manières de dépasser les bidonvilles comme la jungle de Calais. Nous avons un problème à Mayotte parce que la moitié de la population habite dans des bidonvilles en très mauvais état et nous ne savons que faire. Et nous, donc, on avait travaillé à Calais, mais pour documenter tout ça, on avait quand même, et puis aussi la formation et la recherche qui va avec, dans le cadre du DSA, architecture et risques majeurs, on avait une bonne connaissance des politiques qui s'exercent de par le monde sur la question des bidonvilles. On savait ce qui se passe en Colombie, on savait ce qui se passe dans des pays comme le Kenya ou le Sénégal, dans d'autres pays d'Amérique latine, et puis aussi plus près de nous, symboliquement, politiquement, historiquement, il y avait ce qui s'était passé à Fort-de-France sous l'égide de Serge Letchimy. Parce qu'il y avait ce livre qui avait été publié dans les années 90, qui avait eu le prix Goncourt, qui s'appelait Texaco, et qui relatait. Il y avait quelqu'un qui était identifié comme l'architecte dans le roman Texaco. Et cet architecte, en fait, s'inspirait du personnage de Serge Letchimy, qui était à l'époque adjoint à l'urbanisme du maire historique de Fort-de-France. Comment? Ah, je vais pas l'avoir là. Je vais pas l'avoir. En tout cas, il a donné son nom à une loi depuis. Voilà, et il a donné son nom à une loi, et surtout, ils ont mis en place des politiques permettant de transformer ce qui était qualifié de bidonville en des quartiers de la ville. Donc, on a quand même des précédents et on a rappelé ces précédents. L'idée, c'était finalement d'activer ce genre de politique à Mayotte. Donc, ça a mis longtemps à se mettre en place. On y était vraiment une première. Les premiers contacts, c'était début 2015, donc il y a 10 ans exactement. Et puis, on y a été, le temps que les choses se mettent en place, on y a été en septembre 2017. Et donc, il y a ce petit quartier qui s'appelle Mahaborini, qui est vraiment un bidonville, qui est au-dessus du village de Kaweni. Donc, le village de Kaweni, il y a plusieurs zones. Il y a une zone, c'est la plus grosse zone commerciale et économique de l'île de Mayotte. Il y a un grand secteur dédié à l'enseignement. Il y a un village qui est apparu dans les années 70, mais qui s'est consolidé, qui a son architecture. Mais tout autour de ça, le site de Kaweni, c'est comme un cirque. C'est un cirque et sur tous les coteaux, il y a des bidonvilles, en gros. Et donc, Mahaborini est un de ces bidonvilles et on commence à travailler sur ce bidonville. Alors, la méthode de travail qu'on avait reprise de méthode donc qu'on connaissait, notamment celle de Serge Letchimy, mais également des méthodes en cours en Colombie et ailleurs, repose sur un triptyque. C'est celui d'ailleurs des RHI en théorie, sauf qu'on l'avait un peu poussé un peu plus loin par une lourde enquête sociale
RHI, hein, ces politiques de résorption de l'habitat insalubre. Voilà, oui, qui est vraiment l'outil de base de l'intervention sur les bidonvilles. Alors un peu partout, voilà. mais singulièrement à Mayotte. Voilà. Mais qui a un statut assez particulier parce qu'au final, il est quand même marqué par une logique moderniste, on va dire. C'est-à-dire que la RHI, le titre RHI, si on lit bien le texte de la RHI, on détruit tout. Or, je veux bien qu'on en parle un peu, qu'on parle un peu de ces fondamentaux. Comme ça, on fera l'écart avec justement ces méthodes que vous introduisez, mais qui viennent d'ailleurs, en tout cas de pays qui ont à la fois d'autres pratiques, d'autres histoires, mais aussi un autre cadre juridique. Ce qui sous-tend l'idée de la RHI, résorption de l'habitat insalubre, c'est bien non pas d'améliorer la situation, mais de transformer un secteur illégal quelque part, une ville de peu de qualité. Il y a une forme de jugement derrière là-dessus, mais il y a des réalités très concrètes d'insalubrité aussi, d'exploitation ou autre, mais de transformer des quartiers en quartiers de ville normales. Je mets des guillemets, mais il y a bien cette idée sous-jacente, une idée hygiéniste, ce qui vient très difficilement s'appliquer sur des secteurs qui n'ont pas vocation à devenir de la ville normale. Donc la RHI, elle se fait quelque part sur des secteurs légalisables, mais elle ne peut pas se faire sur des secteurs, il y en a pas mal à Kaweni, des secteurs de bidonvilles qui en plus sont sur des territoires, des terrains, des lieux qui sont soumis à des risques, etc., et qui n'ont pas vocation à être urbanisés à terme. Donc là, on se retrouve dans quelque chose de complexe finalement, parce que c'est quand même un outil qui est plus adapté à une réalité hexagonale. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce titre-là, oui, la résorption de l'habitat insalubre, globalement, le texte de loi, qui remonte à la fin des années 90, il part du principe d'une démolition totale du quartier. Alors, depuis, justement, sous l'influence des politiques de Serge Letchimy, il y a une deuxième politique qui s'appelle la réhabilitation de l'habitat spontané, les RHS, où là, on peut conserver un certain nombre de logements. Mais ce terme est bizarrement jamais utilisé à Mayotte. Donc, on fait des RHS, mais on les appelle quand même RHI. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de monde a fait beaucoup de RHI à Mayotte, mais surtout au stade préopérationnel. C'est-à-dire que alors la RHI, elle implique notamment deux choses. Il y a tout un volet architectural et urbanistique où on va relever la forme des logements et de la vie du quartier en général. L'exposition au risque, etc. Et puis, il y a le deuxième volet qui est très important également, qui est le volet social. C'est-à-dire qu'on va demander, on va faire une enquête maison par maison pour savoir quelles sont les conditions de vie, les statuts, les droits des personnes qui sont là, pour pouvoir les accompagner au mieux. Mais une des grosses maladies de Mayotte, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de RHI en études préopérationnelles qui sont faites, qui sont menées à bout, mais qui ont le plus grand mal à passer ensuite au stade opérationnel. Alors, l'opération à Mahabourini, elle avait un statut un peu expérimental, même si dans son fonctionnement, au départ, elle était sur le même système qu'une RHI. Et donc, on a été faire ce relevé très poussé des habitations. Mais c'est vrai que, justement, il y avait une culture qu'on avait construite au cours du temps à travers la pédagogie dans le BSA, à travers ce qu'on avait fait à Grande-Synthe et à Calais, à partir de choses qui avaient été faites d'ailleurs aussi avec une association qui s'appelle le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, dans des bidonvilles en Île-de-France. Et puis, donc, c'était comme un collectif et il y avait des architectes qui travaillaient là-dedans, je pense à Charlotte Cower en particulier. Et donc, il y avait toute une méthodologie qui avait été en place et sur cette question des relevés habités. Donc, le relevé habité, qu'est-ce que c'est? C'est que non seulement on va relever le bâtiment, mais on va relever tout ce qui se passe à l'intérieur, où sont rangées les affaires, comment l'espace est vécu. Ça renvoie un peu aux notions d'Henri Lefebvre sur l'espace perçu, espace conçu, espace vécu. Et donc, il y a vraiment l'idée de comprendre comment les gens habitent et vivent leur espace. Et donc, ça avait produit un gros ouvrage qui a un peu fait date, d'ailleurs, là-dessus, sur donc, ce diagnostic très, très complet de ce bidonville qui s'appelle Mahabourini.
Et tout a été très, très lentement, mais peu à peu, donc, a émergé le projet en travaillant en concertation avec les habitants, nourri en même temps de ce qu'on savait, de ce qui se faisait dans d'autres pays. Et donc, cette politique, globalement, de sécurisation du quartier. Alors ça, j'insiste sur ce terme de sécurisation, parce que, en Il va falloir le particulier, définir là, oui, 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 tout à fait. voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme? Parce que c'est chargé sur ce territoire-là, oui. Voilà. Alors, parce que le statut du bidonville à Mayotte, il est très particulier. Dans les faits, il est habité euh, au moins, en gros, 2 tiers par des gens qui ont un statut parfaitement légal. Alors, les chiffres varient un petit peu d'un quartier à l'autre, mais globalement, il y a, dans un bidonville mahorais, il y a 1 tiers de Français, 1 tiers d'étrangers, mais qui ont des papiers, donc qui sont insérés dans la vie de Mayotte avec des salaires, etc. Et puis, il y a 1 tiers de gens sans papier. Et on peut retrouver cette répartition dans la même case, hein. C'est intrafamilial. Ces répartitions-là peuvent être là avec une maison dans laquelle il y a une personne qui a une carte d'identité, la nationalité française, un cousin, en tout cas quelqu'un qui habite là, qui a un statut qui est étranger mais avec un statut légal, et des gens qui n'ont pas de statut légal et qui sont présents là, y compris parfois depuis très très longtemps. Voilà, exactement. Et alors, ce qu'il y a, c'est que globalement, en même temps, il y a une espèce de pression politique à Mayotte qui dit, bon, les bidonvilles, ça suffit, c'est insupportable, mais de toute façon, ils sont peuplés que par des immigrés sans papier. Et donc, il y a une espèce de logique globalisante et surtout simplifiante à l'extrême qui dit il faut péter les bidonvilles. De toute façon, là-dedans, il n'y a que des illégaux et comme ça va les forcer à dégager. On vient de le voir, c'est complètement faux, puisque, encore une fois, les 2 tiers des habitants ont un statut légal, le droit d'être à Mayotte, et notamment parce qu'ils sont intégrés globalement dans la société mahoraise. On ne vous donne pas des papiers pour le plaisir, on vous donne des papiers quand vous travaillez et quand vous êtes inséré dans la société qui vous entoure. Et donc, ouais. Et donc sécurisé, ça veut dire quoi là? Alors, justement, comme il y a un statut politique très délicat de ces quartiers, si on était arrivé en disant mais on vient pour améliorer le quartier, pour améliorer la qualité des logements, améliorer la qualité de la vie dans le quartier, politiquement, c'était invendable pour les élus et pour tout le monde globalement. Mais il y a une question, c'est que les gens sont dans ces bidonvilles sont à risque. Ils sont exposés à toutes sortes de risques. Ils sont exposés à des risques sanitaires. Ils sont exposés à des risques incendies. Ils sont exposés à des risques de glissement de terrain. Ils sont, on l'a vu, exposés à des risques cycloniques, contre lesquels ils sont spécialement peu armés. Et la question, c'est simplement de dire, ça c'est une question c'est la responsabilité du maire de la ville, les habitants sur son territoire. Si quelqu'un meurt du fait d'une négligence de la mairie, c'est la responsabilité du maire qui est engagée. Et donc, globalement, ce qu'on va dire, c'est il faut faire une intervention pour sécuriser le quartier de Mahaborini. Donc, encore une fois, c'est des choses qui sont inspirées de choses qui se font dans d'autres pays, mais ça passe par, globalement, la mise en place de cheminements en béton, idéalement circulables par un petit véhicule. On ne peut pas avoir des gabarits routiers, tout l'espace est construit trop serré, mais faire passer des gabarits pour petits véhicules, ça, on peut le mettre en place. Mettre en place des réseaux. Et puis, une des nouveautés aussi, c'était de mettre en place des emplacements sécurisés, c'est-à-dire créer des espaces publics. Il y a des endroits où il y a des places plus larges, et sur ces places plus larges, on met en place des bâtiments refuges pour les habitants, bâtiments qui, les 99% du temps où ils ne servent pas de refuge, peuvent servir de pharé. Alors le pharé, c'est un petit bâtiment communautaire qu'on trouve partout à Mayotte. C'est globalement 4 poteaux et un toit, mais où les gens vont se retrouver à différentes heures de la journée pour faire différentes choses. Il y a bien sûr des classements de groupe à chaque fois, mais il y a le moment des femmes, il y a le moment des jeunes, il y a le moment des vieux. Dominos. Et notamment les dominos, les fameux dominos à 17h.
mais aussi les devoirs à 18h, parce que souvent c'est le seul endroit où il y a de la lumière d'ailleurs, et jusque tard dans la nuit. Là, les femmes, c'est plutôt le matin, etc. Et donc, les phares et refuges qu'on propose ont été conçus avec un ingénieur spécialisé qui s'appelle Jacques Anglade. Et l'idée, c'est que ils servent de phare, encore une fois, 99,99% du temps, donc de petits bâtiments communautaires. Et puis, il y a un système de volets qui se ferme. Et effectivement, en cas de cyclone, ça permet de mettre à l'abri un certain nombre de personnes. Alors, attention, pas le quartier entier, parce que ça freine, mais on va dire que les familles ou quoi peuvent descendre dans les abris qui sont faits dans les bâtiments publics plus bas, mais les personnes qui gardent les maisons, comme ça, peuvent rester proches de leur maison tout en étant à l'abri. Donc, ça, c'est le premier volet. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une idée de travailler sur des logements qui puissent être mis en place dans le bidonville et qui, cette fois, répondent complètement aux normes. Donc, c'est des logements un peu plus petits. C'est des logements à un étage, un peu petits, mais qui ont des dimensions qui s'insèrent dans les dimensions parcellaires que l'on retrouve dans les bidonvilles. Alors, on va revenir notamment sur ces deux démarches, ces deux projets, on pourrait dire, par la suite, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de choses à en tirer dans un contexte particulier. En décembre, on a un cyclone qui passe. C'est pas le premier, mais celui-là impacte très violemment l'île. Alors, au moment du passage de Chido, peut-être tu peux nous raconter comment tu l'as vécu, comment ça a été vécu par l'agence. Donc toi, tu étais dans l'Hexagone à ce moment-là. Tu n'étais pas sur place. Mais on avait nos chantiers qui avançaient sur place. Et notamment, il y avait le vendredi après-midi même, il y a une réunion un peu parce qu'on sait qu'il y a un cyclone qui va arriver. Mais à Mayotte, depuis 1984, il n'y avait jamais eu de choses très sérieuses qui s'étaient passées à cause de cyclones. Il y avait dans les mémoires des plus anciens le cyclone Kamizi de 1984 qui avait pas mal attaqué Mayotte. Mais sinon, à chaque fois, tous les ans, il y a 2 ou 3 alertes de cyclone. Bon, qu'est-ce qui se passe quand il y a des alertes de cyclone? Il pleut plus. Et il y a un peu de vent, il y a 2, 3 trucs qui tombent, mais voilà. Mais c'est une forme un peu de routine. Donc là, avec ce cyclone Chido qui était annoncé, on fait une réunion un peu d'urgence pour préparer le cyclone. Donc alors autant le chantier des infrastructures dans le quartier, on n'était pas trop inquiet parce que c'est des équipements qui sont pour le moment à ce stade souterrains. C'est des réseaux et puis des sols. Les pharés communautaires vont être construits plus tard. Et par contre, les maisons, alors ces maisons, elles ont un principe qui a été validé. On y reviendra peut-être après dans le détail, parce que je pense qu'on peut en tirer des choses. Vas-y. Il y a une réunion pour sécuriser ce chantier-là, parce que là, pour le coup, il y a des superstructures et notamment des poutres en bois, comment on appelle ça, des cadres en bois qui ont été préparés pour le chantier, qui ont été posés verticalement, mais qui n'ont pas été sécurisés comme il le faut. Donc, on dit en urgence à l'entreprise qu'il faut quand même le sécuriser pour le passage du cyclone. Bon, le gars le fait pas. Et puis, on se dit, de toute façon, à lundi, il n'y a pas de problème. Ce cyclone, tout le monde est quand même dans l'état d'esprit que ce cyclone va passer comme les autres, quoi. Et puis arrive ce qu'on sait pour la première fois dans l'histoire enregistrée de Mayotte, en tout cas, l'œil du cyclone passe, va pas prendre la route auquel on s'attendait et va venir au contraire frapper brutalement le nord de l'île. Donc, où on va retrouver donc Kaweni notamment, qui est au nord de Mamoudzou. Alors, non, Kaweni va pas être exactement sous l'œil, mais bon, de toute façon, entre l'œil et puis les 10 km autour, c'est un peu pareil. Effectivement. Même s'il faut noter que c'est marrant, il y a quelques espaces de Mayotte qui ont été littéralement épargnés par le cyclone Chido. Je pense au sud de l'île, d'ailleurs, c'est une surprise quand on va dans le sud de l'île, parce que tout d'un coup, on se rappelle quel était le paysage pré-cyclonique. Parce que c'est vrai que l'œil s'habitue très vite. Au bout de 2 jours, on ne voit plus que... Oui, la végétation qui a été complètement abattue sur le secteur nord. Ouais.
Alors, donc là, il y a notre chef d'agence, on est un peu inquiet pour lui, parce qu'on suit l'actualité météo, on voit que le cyclone se rapproche. Assez vite, la nuit passe, mais dès le samedi matin, les téléphones ne passent plus et on va pas arriver à se joindre. Et on n'a que des infos très partielles, parce que finalement, il n'y a aucun média qui peut vraiment y être. Il y a des problèmes de diffusion, mais tout le monde constate que le cyclone est en train de passer sur l'île de Mayotte. Et tout le monde sait aussi la, la précarité des installations générales de Mayotte et que dans ce cadre, il ne va pas être possible de contacter les gens avant plusieurs heures. Et donc, passe le cyclone. Et là, pendant des heures, on essaye de joindre Rémi Noulin, notre chef d'agence, euh, tout le dimanche. On n'y arrive pas. Donc le cyclone, hein, il est passé la journée du samedi. Ça, il a commencé à monter en puissance vers 9 heures du matin. Il a atteint sa pleine puissance vers 13 heures. Et pour s'éteindre pour baisser d'intensité vers 3 heures de l'après-midi, 16 heures. Là. Alors, nous, on cherche à joindre Rémi, on n'arrive pas à l'avoir, et il ne pourra nous joindre d'ailleurs que le lundi, en fin de journée, grâce au fait qu'il avait un voisin qui avait un réseau Starlink, parce que tous les autres réseaux ne fonctionnaient pas. Et donc, ce voisin avait permis à l'ensemble du village de pouvoir un peu téléphoner. Alors, la suite, je vous la raconte, enfin, ou l'avant, je vous le raconte, parce que comme il m'a été raconté sur place, les gens sont calfeutrés chez eux, et en fait, c'est l'enfer sur Terre qui se passe. C'est-à-dire que il y a des trombes de pluie qui tombent, on ne voit pas à plus de 5 mètres, il y a des vents de folie, et puis on distingue l'ombre des arbres qui tombent, l'ombre des toitures qui s'envolent. Pour certaines personnes qui se sont mises à l'abri dans leur salon, il y a et qui se croient à l'abri dans leur salon, il y a tout à coup cet effroi qui les saisit de voir que leur toit s'envole, et qu'ils vont sous la pluie, sous les éléments qui volent. Donc on a des vents qui n'avaient jamais été vus à Mayotte, qui dépassent les normes, hein, puisque la norme extrême prévue à Mayotte, c'est 230 km/h, et globalement, les vents enregistrés sur les bords de mer sont à 230 km/h, mais partout, ça c'est on le savait théoriquement, mais ça s'est vérifié à Mayotte, il y a des effets venturi qui se dessinent, qui expliquent d'ailleurs que certaines maisons sont miraculeusement préservées, alors que d'autres maisons qui auraient dû tenir sont tombées, hein, ou ont perdu leur toit. Et donc, il faut imaginer des gens qui voient subitement leur toit s'envoler, parfois, et donc ils doivent fuir en catastrophe, ils savent plus où aller. Alors, si la maison a un étage, ils vont à l'étage du dessous. Bon, ils sont sous l'eau, mais ils se sentent encore protégés. Et puis, s'il n'y a pas d'étage du dessous, il faut aller toquer à la porte d'un voisin qui lui-même est calfeutré, terrorisé. Et en plus, souvent, on n'entend rien parce qu'il faut imaginer qu'il y a un niveau sonore de l'ordre de 90 décibels. Donc, il y a des cas qui m'ont été rapportés où on toque chez le voisin, et le voisin n'entend même pas qu'on toque à la porte. Alors, et puis, donc, le cyclone se passe. Et puis, voilà. Et puis, il y a ce moment où on réouvre ses volets. Donc, il est 15 heures. On entend que le vent s'est calmé. Et on réouvre ses volets. Et les gens découvrent un champ indistinct devant leur porte. Ils ont peine à ouvrir leur porte qui est coincée, et ils trouvent un champ indistinct de bois, de feuilles, de tôles, d'éléments de construction de tous ordres, répartis partout. Partout. C'est-à-dire que l'intégralité du sol de l'île est jonchée de détritus en tout genre, et il est impossible de circuler, c'est-à-dire on va mettre 5 minutes à atteindre la sortie de son jardin. La route est complètement bouchée. Les liaisons intervillages sont bouchées. Et donc, tout ça va mettre un temps énorme va dans un premier temps se réunir avec ses voisins pour voir ce qu'on peut faire, se réunir avec les habitants de son village pour voir ce qu'on peut faire. Et il va falloir 2 ou 3 jours
pour pouvoir aller rejoindre peu à peu les villages voisins, parce que les routes sont également pleines d'objets et de troncs d'arbres en particulier qui coupent la route. Et il va falloir ce temps-là aussi pour reprendre contact avec chacun, Voilà. compter finalement, enfin retrouver les contacts et avec un niveau d'inconnu par rapport aux dommages humains qui était extrêmement important à ce moment-là et qui a duré longtemps. C'est-à-dire que l'absence de réseau de communication, soit physique, les routes, soit téléphonique, a été aussi psychologiquement extrêmement important sur l'île et plus loin pour ceux qui n'étaient pas là et qui attendaient des nouvelles de leurs proches. Alors ça, c'est le temps du choc. Il y a eu le temps de l'urgence et il est toujours en cours. On n'a pas fini et on voit bien que là-dessus, il y a aussi des difficultés qui peuvent s'accumuler. Quoi qu'il en soit, l'idée là, c'est qu'on commence aussi à prendre du recul et à penser à la suite ensemble, avec notamment ton regard. Enfin, tu reviens de Mayotte, donc tu es parti très tôt. Tu as passé peut-être 3 semaines, Ouais. on continue là-dessus. il me semble. Un peu moins, mais ouais. Bon, donc 2 grosses semaines. et notamment mobilisé en tant qu'architecte sur cette question du travail de l'urgence, de la réparation, etc. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin faire un saut dans le temps et nous raconter un peu ce que tu gardes, ce que tu as appris quelque part. Tu as commencé à le faire de ce passage sur une île où les dommages sont encore présents, très visibles. Alors à des degrés très différents en fonction notamment des typologies bâties. On va y revenir. Qu'est-ce qu'on apprend de ce choc-là en fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce choc-là? Alors, les leçons sont multiples, mais une des premières choses qui m'a frappé, parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a la moitié de la population qui globalement vit en bidonville, je préfère utiliser le terme de quartier spontané, qui est un terme officiel d'ailleurs aussi de l'urbanisme ultramarin. Mais ce qui est frappant, c'est que extrêmement vite, et notamment quand j'arrive à Mayotte, tous les bidonvilles sont reconstruits. Non seulement ils sont reconstruits, mais ils sont presque mieux reconstruits qu'avant. Ces bidonvilles qui ont été complètement soufflés, en tout cas dans les secteurs touchés, notamment au nord. Pour le coup, c'est pas juste la toiture qui est partie. C'est vraiment des quartiers entiers qui se retrouvent à plat. Alors les arbres, mais les maisons, les cases qui sont légères. On dit mou encore, je sais pas là-bas. Ouais, j'aime pas du tout ce terme. Mais oui, complètement. Donc derrière, il y a le dur et le mou. Enfin, il y a une alternative là-dessus. Mais face à des vents de 200 km/h, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que tout est tombé en même temps en quelques jours. Ces quartiers se reconstruisent. Tout à fait. Non, et effectivement, en plus, il y a des légendes urbaines qui, pour faire le jeu de certains politiciens, vont dire que tout le monde est mort. Il y a des chiffres complètement farfelus qui circulent de 60 000 morts à Mayotte. Je vois la députée Estelle Youssouffa expliquer au Premier ministre que c'est des mouroirs et des créations la mort, et que tout le monde est mort, etc. Le quartier dans lequel on travaille, qui abrite environ 2000 personnes, il y aurait eu entre 6 et 9 morts. Alors, c'est un fait en fait un peu connu des gens qui étudient les risques. Les cyclones font trop de morts, mais ils en font beaucoup moins que d'autres catastrophes. Ils font beaucoup moins de morts que les séismes, que les tsunamis. Donc, les gens se disent une grosse catastrophe, ça se chiffre en dizaines de milliers de morts, comme ça avait été le cas pour le tsunami de 2004 ou le séisme de 2010 en Haïti. Non, là, il faut se rappeler que par exemple le cyclone Irma, qui était avec des vents de 350 km/h, donc on est avec une puissance bien supérieure, il fait 350 morts sur l'ensemble de toutes les Caraïbes. Donc, les cyclones font moins de morts. On savait que le chiffre serait important, trop important, mais pas non plus gigantesque. Alors, il y a eu beaucoup de débats d'ailleurs sur le nombre de morts. On sait que le nombre annoncé par le gouvernement est ridiculement bas, puisqu'il évoque une 50aine de morts. C'est d'ailleurs
ça a été critiqué par des organisations comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières. C'est vrai qu'il est extrêmement choquant qu'on ait une catastrophe naturelle et que le nombre de morts ne soit à ce jour toujours pas connu. On est plus d'un mois après l'événement. Mais si on extrapole à la population globale, les morts qu'il y a eu dans le quartier, qui est encore une fois un des quartiers qui a été complètement rasé, où tout s'est retrouvé par terre, on arrive à un chiffre qui est de quelques centaines de morts. Une inconnue en tout cas, mais pour rebondir sur cette question des apprentissages, il y a aussi des spécificités de ce cyclone, un cyclone qui passe à marée basse, alors qu'on a pas mal de quartiers précaires qui sont très forte proximité du rivage, donc le risque de surcote marine là-dessus qui était plutôt atténué, et puis un cyclone relativement peu humide, finalement peu d'eau, et donc il y a eu des glissements de terrain, mais pas beaucoup. Et c'était un risque, notamment sur le logement en dur, c'était un risque dans un territoire où on construit pas forcément très bien, dans des pentes extrêmement importantes. Le fait d'avoir un cyclone très humide fait craindre toujours le risque d'avoir des glissements de terrain avec, pour le coup, là, des dommages importants, y compris humains. Mais pour revenir, ces apprentissages ont une forme de résilience. Pardon ? Quand vous en parlez, vous me faites, vous m'amenez une réflexion parce que effectivement, c'est les premiers. J'ai aussi été voir des logements en dur qu'on étudie depuis longtemps. Et je me disais, quand je vous écoutais, plutôt que logement dur et logement mou, on pourrait peut-être parler de logement lourd et de logement léger. Là, ça dit des choses, tout à fait. Parce que finalement, ça serait peut-être des termes un petit peu plus pertinents. Et le logement lourd, pour le coup, est résilient face au vent. Voilà. Sauf souvent, il a un toit léger et celui-là, il n'est pas du tout résilient. Mais je veux bien qu'on revienne justement sur ces apprentissages de ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu. Tu le disais tout à l'heure, il y a des effets de site. On a un vent qui est très important, mais ça dépend où. Voilà, alors ça, c'est par rapport au diagnostic qu'on a pu mener, c'est extrêmement... comment le dire, ça pose beaucoup de questions parce que effectivement, on voit des bâtiments, je pense à un bâtiment scolaire en particulier qu'on a visité, qui avait été extrêmement bien construit, avec toutes les attaches répondant globalement aux normes de la construction de bois sur site, etc. Et puis, c'est une école dans le quartier dans le village de Vaïbé, qui est un petit peu perché. Et effectivement, il y a aussi des choses qu'on dit dans la construction paracyclonique, que les toitures 4 pentes résistent mieux que les toitures 2 pentes. Bon, en proportion d'ailleurs, j'ai pas pu confirmer comme on dit que les toitures, les pentes douces résisteraient mieux que les pentes fortes. Pareil, j'ai pas pu vraiment constater de choses comme ça. Et là, je pense en particulier à cette école où effectivement, qui est en surplomb qui est construite sur un promontoire. Effectivement, on a tout un côté de l'école qui s'envole, qui s'est littéralement envolé. Et on voit pourtant toutes les pièces d'attache prévues par les différentes normes et documents de référence et qui ont été néanmoins arrachés. Alors à chaque fois, on se dit, oui, on aurait pu les fixer encore plus fort. Mais, oui, à quel moment on s'arrête ? Parce qu'en fait, on se retrouve avec une norme qui est en limite. Les vents connus étaient vraiment en limite de la norme qui s'applique à Mayotte. Donc ça vient questionner la norme qu'on doit appliquer. Donc, problème de norme, potentiellement. Il y a des problèmes d'application de la norme. Est-ce que, quoi qu'il en soit, dans la conception, on a prévu ce qu'il fallait, notamment en termes de points d'attache sur le paracyclonique, pour rappeler aux auditeurs. L'idée, c'est d'accrocher finalement la toiture à la fondation, et donc d'avoir un chaînage continu qui permet d'avoir une toiture qui est réellement solidaire et qui est lestée quelque part par les fondations du bâtiment, ce qui impose que l'ensemble de ces points soient réellement solidaires. C'est une attention qui avait été nouvelle, finalement, soutenue après 84. Après le cyclone de 84, qui était venu questionner les modes de construction, notamment du logement social à l'époque sur ce point-là, avec l'apparition de chaînage ou autre. Mais on a aussi des questions de mise en œuvre, des formes de malfaçon, à un moment des plans qui étaient corrects, mais qui ont été mal appliqués, etc., avec des questions de compétences aussi de l'ensemble de la chaîne de production du logement. Peut-être d'autres éléments en termes de surprise, de constater les dommages sur place ou d'apprentissage.
Oui, mais comme vous le disiez, en fait, c'est toujours l'élément le plus faible qui lâche finalement. C'est-à-dire que, comme vous le dites, de la tôle de toiture au plafond, en fait, il y a un principe. Quand la norme, donc à 230 km/h, ça fait une pression de l'ordre de 250 kg du mètre carré. 250 kg du mètre carré, c'est le poids qu'on calcule sur un plancher dans un logement normal. Donc finalement, c'est une maison. Il faut penser le bâtiment comme il devait tenir aussi bien en haut qu'en bas. C'est-à-dire les pressions peuvent partir vers le haut ou vers le côté. Et donc, c'est une maison qui. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que si c'est la tôle qui est mal attachée à la panne, eh ben, ça lâche au niveau de la tôle. Si c'est la panne qui est mal attachée à la poutre, ça lâche au niveau de la panne. Et si c'est la poutre qui est mal attachée à la structure, ça lâche au niveau de la poutre. Et ça, c'est un truc qu'on a pu constater. Et donc, effectivement, il suffit j'en sais rien, l'ouvrier qui était chargé de visser ce jour-là n'était pas en forme. Et parfois, il y a effectivement même des choses assez déconcertantes où vous avez un grand bâtiment scolaire qui fait plus de 1000 mètres carrés, mais il y a 15 mètres carrés de toiture qui ont été arrachés à un endroit. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis aussi des petites choses qu'on connaît. Je pense les fameuses attaches, si elles sont clouées, eh ben, le clou n'a pas suffi. Si ça avait été vissé, on se dit peut-être que ça aurait tenu. Il y a vraiment. Ouais, et puis aussi des ensembles, même des ensembles plus modernes, construits en métal. On arrive, on se dit c'est dingue, c'est bien, il a bien résisté cet ensemble de logements. Et puis on marche un peu, et puis tout d'un coup, on voit que la deuxième rangée des mêmes logements a eu ses toitures complètement arrachées. Donc là, encore une fois, c'est ce genre de choses qui sont stupéfiantes. Et chose importante quand même, justement, enfin une de mes conclusions, parce que il faut savoir que les forces qui s'exercent sont proportionnelles au carré de la vitesse. Donc là, les vents ont été dépassés. On sait qu'il y a régulièrement des vents de 300 km/h à La Réunion. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, il est probable qu'on ait des vents qui aillent beaucoup plus vite aussi à Mayotte. Et donc, mais le problème, c'est que entre les capacités de construction et puis quand bien même des notions sur le coût de la construction, etc., on ne peut pas penser que l'ensemble de l'île soit un jour construite comme un TGV. Donc, ça n'a pas de sens théorique, pas de sens économique. Oui, on arrive à un seuil limite finalement de la norme, des précautions, etc. Le fait d'avoir un bâtiment qui, dans son ensemble, passe l'événement, ça peut tenir, mais pas pour tout le monde et pas pour les événements, quelque part. Donc, voilà. on se repose la question, et je sais qu'il y a des éléments sur lesquels vous travaillez aussi, sur le fait de réfléchir non pas tant sur le fait que le bâtiment passe l'événement, mais qu'une partie serve de refuge à ses occupants, quitte à accepter à un moment qu'une partie de la toiture, voire qu'une partie du bâtiment soit endommagée. Donc, quelque part, d'accepter d'avoir des formes de fusibles qui vraiment dépassent des limites. Alors, là-dessus, justement, par exemple, les logements qui sont en construction sur le site de Mayotte, on les a toujours pensés comme ça, c'est-à-dire que c'est des bâtiments qui sont à structure bois avec des remplissages en briques de terre compressées, mais on avait toujours pensé, et ça c'était une leçon qu'on avait tirée d'observation qu'on avait pu faire sur l'île de Saint-Martin, qu'il y avait un noyau de refuge qui résistait à beaucoup plus. Alors, en fait, on utilise les pièces humides, et celles-là, elles sont construites en béton. Et c'est un bloc autonome en béton dans lequel, effectivement, en cas de cyclone, on peut réfugier les membres de sa famille, les objets les plus précieux et savoir qu'ils vont être à l'abri. Alors là, on était en chantier, on n'était pas content parce que notre charpentier n'avait pas fixé ses bois. Ces bois sont tombés, mais effectivement, les noyaux durs qui étaient déjà construits ont parfaitement résisté. Donc ça, c'est une piste. Et puis, globalement, des leçons qu'on a un petit peu entendues. Par exemple, donc, dans les bidonvilles, tout s'est retrouvé par terre, mais les gens vous racontent que ils se sont mis sous la table. Ils se sont mis. C'était Florence Aubenas qui ramenait cette anecdote de cette famille qui s'était réfugiée sous une chèvre.
toute la famille s'était mis en tas les uns sur les autres, et puis ça a pris la chef de la famille, et puis il se l'était mis sur la tête, quoi. Et donc, mais effectivement, il y a cette notion d'abri. Alors, nous, en tout cas, ça a validé aussi l'hypothèse justement de ces abris-refuges. Et ça, c'est aussi des leçons qui viennent, par exemple, j'avais pu observer ça en Alabama, où on a des constructions généralement en bois de qualité assez moyenne, mais dans tout le territoire, il y a un réseau de refuges. Donc en Alabama, c'était des espèces de bunkers en acier, où les gens, quand le cyclone est annoncé, tout le monde vient. Le parking, on vient en voiture. Le parking, d'ailleurs, il y a 500 mètres, non pas à 500 mètres, à 200 mètres du bunker. On laisse sa voiture et puis on va se mettre dans le bunker. Le parking est à 200 mètres parce que les voitures peuvent s'envoler et qu'elles ne viennent pas bloquer les portes. Et puis, il y a d'autres politiques qui sont connues, qui sont déjà en œuvre à la Martinique, par exemple, où maintenant, dans chaque bâtiment public, il y a une partie du bâtiment qui va être dédiée au refuge. En cas de cyclone, on construit une école et il y a des espaces qui sont faits pour que les gens puissent se protéger, quoi. Alors, notamment un projet d'école refuge dans le cadre du déplacement d'un quartier qui est lui-même menacé. Donc, accepter de vivre avec les risques, accepter aussi qu'il y ait des dommages, mais des dommages matériels, et penser le matériel pour qu'une partie, en tout cas, préserve les vies. C'est aussi se dire qu'à un moment, on ne va pas pouvoir blinder tous les bâtiments de l'île. Alors là, on en est très très loin quand même. Vous le disiez tout à l'heure, on a près de 50% aujourd'hui des bâtiments et des ménages qui habitent dans des bâtiments légers, précaires, souvent des cases de tôle, une structure bois, etc., quelque chose d'extrêmement précaire, associé aussi à des questions sanitaires, un accès au réseau, etc., qui est à l'avenant. Donc on est très très loin simplement d'interroger les normes constructives ou les équipements publics, ce qui pose la question de la reconstruction. L'idée n'est certainement pas de revenir à l'étape d'avant, puisque l'étape d'avant était aussi insatisfaisante. C'est quoi aujourd'hui les chantiers, peut-être les reconstructions, les enjeux aujourd'hui de politique publique, puisqu'il y a en tout cas l'annonce d'une mobilisation publique, de fonds, d'un cadre législatif ou autre. C'est quoi les questions qu'il faut qu'on traite aujourd'hui sur l'île? C'est quoi les enjeux de cette reconstruction? Et quelque part, comment est-ce que cette reconstruction peut être aussi l'occasion de corriger des défaillances importantes qui préexistaient avant l'arrivée de Chido? Alors, globalement, juste petite anecdote quand même préliminaire. J'aime bien les anecdotes. Moi, ce qui m'a frappé là, donc on est maintenant 1 mois et demi après le cyclone, c'est que globalement, donc les bidonvilles sont reconstruits, les gens sont dans leur logement, ils sont reconstruits, puis en plus ils les reconstruisent un peu en mieux, c'est-à-dire le quartier où on est d'habitude, on travaille, on voyait des sacs de ciment monter, des maisons se consolider et être reconstruits plus fort. Et puis, paradoxalement, c'est les gens, les classes moyennes, celles qui habitent dans des logements classiques, qui avaient des toits, des maisons avec des murs en béton, mais des toits en tôle, qui ne peuvent pas retourner dans leur maison puisqu'elles n'ont plus de toit et qui ne vont pas pouvoir y retourner de sitôt parce que il y a des matériaux qui ne sont pas là, il y a des dimensions de structure qui sont difficiles à retrouver, difficiles à poser, qui demandent des engins de levage, qui demandent des approvisionnements en matériaux. Et donc, 1 mois et demi après, tous les gens qui sont dans les bidonvilles sont relogés dans leur logement. Il y avait même quand il y a été, il faisait assez beau, il y avait une atmosphère assez joyeuse même dans notre quartier. Mais dans d'autres quartiers, effectivement, les gens habitent les uns chez les autres, ils sont dans des conditions très difficiles. Alors, donc par rapport à ça, les enjeux globalement sur lesquels il me semble qu'on doit se concentrer, c'est la réduction des risques, globalement, avant toute chose. Et ça, quels que soient les types de quartiers. Ça vaut pour les quartiers, on va dire en logement lourd, pour reprendre notre nouvelle terminologie, mais également pour les quartiers en logement léger, à construction légère. Et ça, parce qu'il y a quand même une question, il y a ce mythe de l'éradication des bidonvilles, mais c'est un calcul simple, il y a 150 000 personnes en bidonville, 150 000, même si vous dites qu'il y a 5 personnes par logement, ça fait 30 000 logements à construire.
Il y a un plan logement qui était lancé, qui est actuellement, enfin, qui était en cours avant le cyclone sur Mayotte, qui était de construire 10 000 logements pour 2030. Ce programme déjà était très loin d'être atteint et fonctionnait très mal. Mais encore une fois, au mieux, d'ici 2030 ou 2035, il y aurait eu 10 000 logements construits. Il en manque encore 20 à 30 000. Donc, il faut un peu de pragmatisme par rapport à ça et se demander comment on réduit les risques pour les habitants des bidonvilles qui, je le rappelle encore une fois, en plus, sont dans leur très grande majorité ont un statut parfaitement légal sur l'île. Ils sont pas, c'est pas des gens. On peut pas dire tout simplement, on va virer tout le monde, on va péter les bidonvilles et tout ira bien comme avant. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, c'est une politique axée sur les risques. Donc, se demander comment on va, parce que par ailleurs, quand bien même on déverserait des milliards sur l'île, des milliards qu'on n'a pas, et voilà, entre les compétences sur place, les matériaux sur place, les outils sur place, etc., le compte n'y est pas du tout. C'est-à-dire, nous, on peut constater à chaque fois qu'on veut faire des travaux aux normes à Mayotte, il faut passer son temps à attendre. Je me souviens comment le grand Nicolas Delonde, encore heureux, nous racontait comment le lycée des métiers du bâtiment, qui est le plus gros bâtiment de l'île en construction, avait dû attendre de longs mois que des grues soient disponibles parce qu'il n'y avait pas assez de grues sur l'île. Alors là, en plus, il y a la moitié des grues qui sont tombées par terre, c'est assez impressionnant. Mais donc, quand bien même on voudrait le faire, il n'y a pas les moyens de reconstruire ou de construire tout simplement 30 000 logements comme ça. Donc, il faut absolument travailler sur la sécurisation. Et ça implique... je ne vous parle même pas d'ailleurs de cette solution je ne sais pas comment les qualifier, du modulaire, parce qu'il y a toujours le mythe il y a toujours le petit gars du modulaire qui arrive et qui dit mais non, mais on va tout gérer. Moi, j'ai des modulaires, vous allez voir, c'est génial. Sauf qu'on les amène sur place et déjà, on ne sait même pas où les poser. Oui, parce qu'on rajoute à ça le fait qu'on est sur une géographie hyper contrainte, voilà. Plus des enjeux juridiques sur la question de la propriété foncière qui est pas d'une grande simplicité non plus. Donc rien que le où devient une question. D'autant plus si on dit réduction des risques, ça veut dire aussi que on regarde un peu de face un certain nombre de territoires. Alors on le disait tout à l'heure, des territoires qui sont aujourd'hui occupés par des bidonvilles, qui sont vraiment exposés à des risques, dans des ravines, le long des mangroves, sur des pentes importantes, etc. Mais aussi des secteurs, y compris d'habitat traditionnel et historique, en tout cas pour l'heure, pour le village, des secteurs entiers de villages qui sont menacés ne serait-ce que par la houle cyclonique, quoi. Donc il y a aussi des contraintes géographiques importantes. Tout à fait. Non, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même des chantiers qui sont moins chers, qui demandent des moyens moins compliqués. Celui de réduire les risques par le confortement des sols, par la mise en place des réseaux, par la mise en place de cheminement, par la mise en place d'abris, etc. Ce sont des solutions qui sont moins compliquées à mettre en place, moins chères, qui demandent des moyens moins importants et qui ont un effet immédiat sur la sécurité des personnes. Donc moi, je ne suis pas le seul à le penser. Je sais que l'Association française contre les risques naturels et technologiques est sur la même longueur d'onde. Je sais que le CAUE de Mayotte est sur la même longueur d'onde. L'Association des architectes des risques majeurs. La question, c'est de sécuriser la vie en général à Mayotte et notamment dans les quartiers. C'est là que ça se joue. Et donc là, l'intervention à Mahabourini, à la fois en termes d'aménagement urbain, ça correspond à ça, mais aussi sur les logements qui sont produits sur place ou à proximité. Oui, sur place. C'est vraiment dans le quartier, d'accord. Qui sont des logements à vocation. De logements terroir, ouais. Voilà, plutôt des logements qui sont destinés à accueillir, pour quelque temps, des ménages qui sortent du bidonville avant d'accéder à des logements de longue durée un peu plus loin. On a à la fois à l'échelle du bâti, mais aussi à l'échelle des quartiers, un prototype innovant pour l'île, mais inspiré, vous l'avez suffisamment dit, de ce qui se fait ailleurs aussi, et donc des leçons tirées.
Encore faudra-t-il apprendre de ce prototype-là et puis accélérer de façon massive. Il y a aussi cet enjeu-là, parce qu'on a cité déjà pas mal de sujets qui me semblent importants. Réduction en général des risques. Donc ça, c'est des questions de planification notamment, parce que la connaissance des risques est là, elle est là depuis longtemps, mais un travail particulier sur les bidonvilles en assumant le fait qu'ils sont là. Ils sont là pour longtemps, quels que soient les modes d'action, y compris sur l'immigration clandestine. Enfin voilà, c'est un non-sujet en fait, c'est sans relation. Et de toute manière, c'est absolument pas à l'échelle, mais aussi des enjeux de compétences, de matériaux disponibles, de matériel. De construction massive de logements avec des solutions qui seront sans doute pas le fait d'amener des maisons toutes faites par hélicoptère ou même par bateau. Il y a quand même un enjeu d'accélération en fait, d'accélération, de passage à l'échelle, de sortie de ces logiques de soit d'études, soit de prototypes. Là-dessus, quelques pistes. C'est pas la question la plus simple, mais qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui d'avoir quelque part des formes de montée en généralité de ces solutions-là, par exemple l'intervention sur les bidonvilles dans une logique de sécurisation et pas nécessairement de légalisation? Oui, mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent s'activer assez vite. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs, il y a toujours eu un petit peu ce gag parce que notre projet, ça fait quand même 10 ans qu'on est dessus, sur le quartier de Mabruigny, avec toutes les lenteurs administratives propres à Mayotte. Et globalement derrière, celle justement de mobiliser des marchés publics, des entreprises qui répondent à des marchés publics, qui ont leur propre délai, etc., etc. Il y a toujours eu une petite course d'ailleurs, mais sympathique, parce qu'on est quand même bien perçu dans le quartier. Mais souvent on dit, parfois on parle avec les habitants, on nous a dit là, on va mettre un escalier sécurisé. Ouais, ça sera dans le projet et tout. Puis un jour on arrive et puis en fait ils l'ont fait eux-mêmes. L'escalier sécurisé, quoi. Et donc, et ça, c'est des exemples qu'on a régulièrement. Ou pareil, juste à côté de la maison, un des logements qu'on est en train de construire, il y a une maison juste de l'autre côté du petit passage, une maison avec un étage. Le gars, elle est en béton, bien solide, elle a tenu le cyclone sans aucun problème. Et le gars se foutait de ma gueule, gentiment, mais, en me disant, moi, ma maison, elle m'a coûté 60 000 euros, là, et puis j'ai mis 1 an à la construire. Pas de marché public. Ouais, voilà, et elle est là, et elle a résisté au cyclone, il n'y a aucun problème. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des savoir-faire sur place qui sont très loin d'être parfaits, mais justement, et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose à saisir, c'est-à-dire que, par exemple, je vois, il y a plein d'architectes qui ont plein d'idées pour Mayotte, mais je crois que la première des idées, c'est de se dire, améliorons la qualité constructive de ce qui se fait. Allons voir les petits entrepreneurs locaux, qu'on appelle les Fundi, et aidons-les à améliorer la qualité de ce qu'ils font. Allons voir les gens qui font de l'autoconstruction et aidons-les à améliorer la qualité constructive de leur logement. Et globalement, accompagnons. Il y a des gens qui savent couler du béton pour faire des cheminements. Il y a des gens qui savent creuser pour faire des réseaux. Et accompagnons ce qui se fait avec les savoir-faire locaux, sans faire des grands plans où on amènerait des procédés de haute technologie de je ne sais où et qui ne s'adapteraient pas. Et où il y aurait toujours un bug pour qu'ils s'adaptent à ce qui se passe localement. Ouais, du frugal et du local, avec une grande tradition de solutions géniales importées et qui s'échouent lamentablement dans le port de Longoni ou dans les bureaux de la direction de l'équipement. Donc, arriver à trouver, quoi qu'il en soit, un moyen d'accélérer et en tout cas tenter de faire que que ce cyclone, que Chido soit aussi l'opportunité de résoudre aussi des problèmes qui lui préexistaient. Cyril Hanap, il faudra qu'on se reparle parce que tout ça est vraiment une matière fraîche, vive et importante. Nous, on va continuer de donner la parole à chacun et puis on manquera pas d'aller voir ce qui se passe notamment à Kawini, voir ce qu'on peut en apprendre pour ailleurs. On va mettre l'ensemble des références. On a cité pas mal de sujets, de documents ou autres. On mettra l'ensemble des références sur les commentaires du podcast. Et puis merci beaucoup. Et puis à très bientôt, Cyril. Merci, à bientôt.